Bonjour à tous qui est en train de se joindre à nous. On va attendre encore une petite minute peut-être avant de débuter, le temps que les participants puissent se joindre au webinaire. Je vois qu'il y a plusieurs participants qui sont en train d'entrer, donc on se laisse quelques petites secondes, puis on va débuter dans quelques instants. Donc, étant donné qu'on a un programme bien chargé, je vous propose qu'on commence sans plus tarder. Donc, bonjour à tous. Bienvenue au webinaire Nature, plein air et santé mentale, tour d'horizon des données probantes et initiatives inspirantes. C'est un plaisir de vous accueillir aussi nombreux ce midi. Merci de partager votre heure de dîner avec nous aujourd'hui. Donc, je me présente rapidement. Je suis Isabelle Doré, je suis professeure à l'Université de Montréal et chercheure au Centre de recherche du CHUM. Et je travaille principalement en activité physique dans une perspective de promotion-prévention en santé mentale. Et j'ai développé un intérêt marqué pour les activités de plein air et la nature au cours de la dernière année. Mais n'étant pas encore une experte du domaine, je me suis entourée d'expertes pour pouvoir en discuter et aborder ce sujet avec vous aujourd'hui. Donc, le webinaire d'aujourd'hui est présenté en collaboration avec le Réseau de recherche en santé des populations du Québec, l'Axe santé mentale des populations. Donc, le RRSPQ Santé mentale a été créé en 2014. Il vise à favoriser la recherche en santé mentale des populations, l'avancement et le partage des connaissances dans une visée à la fois de prévention, de traitement et d'optimisation des services pour cette clientèle. Il regroupe plus de 150 membres qui sont à la fois des chercheurs, des étudiants qui proviennent de milieux et qui travaillent sur des thématiques diversifiées en santé mentale des populations. Le RRSPQ, Axe santé mentale, vise à offrir des opportunités de soutien financier pour les membres chercheurs et étudiants et a aussi vraiment un mandat de transfert de connaissances. Le webinaire est co-présenté par le réseau Calaxia, qui est un réseau qui est dédié à la mobilisation et au transfert de connaissances en santé mentale des populations. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le réseau Calaxia, je vous invite à aller visiter le site web qui est calaxia.org. Je suis la directrice générale et scientifique. Puis Calaxia vise vraiment à prendre la connaissance et la rendre le plus accessible possible aux différentes populations, que ce soit le public, mais beaucoup les décideurs, gestionnaires, cliniciens du réseau de la santé et des services sociaux, ainsi que les organismes communautaires. Donc, on produit des webinaires en collaboration avec le RRSPQ, mais aussi des publications de transfert de connaissances et notre site web regroupe plusieurs informations pertinentes. Donc, vous pouvez aller visiter le site web calaxia.org et je vous invite à vous abonner à notre infolette qui s'appelle La Casette, qui est publiée à tous les mois avec les plus récentes publications, événements d'intérêt en santé mentale des populations. Donc, avant de débuter, je vous informe que la séance va être enregistrée et par la suite, elle sera disponible sur le site web du Réseau Calaxia, mais du RRSPQ également, ainsi que sur la chaîne YouTube de l'Axe santé mentale des populations du RRSPQ. Certaines informations complémentaires vont être mises à votre disposition dans la section clavardage tout au long du webinaire. Et n'hésitez pas à utiliser le module Converser si jamais vous avez des questions ou des problèmes techniques. Armelle Mbois, qui est la coordonnatrice de l'Axe santé mentale des populations du RRSPQ, va pouvoir vous aider tout au long du webinaire. On va avoir une période de questions et on va essayer quelque chose d'innovant cette fois-ci. On va essayer de vous permettre de prendre la parole et de lever votre main. Donc, on aura une période de questions à la toute fin du webinaire. Donc, sans plus tarder, je vous présente nos conférencières aujourd'hui. Donc, notre première conférencière est Marie-Ève Langelier, qui est médecin de famille, psychothérapeute et guide de méditation pleine conscience. Elle a pratiqué et enseigné la médecine pendant 7 ans au CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean avant de se joindre à l'équipe des professeurs de l'Université d'enseignement en intervention plein air de l'UQAC en 2020, donc à Chicoutimi. C'est une passionnée de plein air. Elle s'intéresse principalement au contact avec la nature comme facteur de protection à diverses problématiques de santé mentale et physique. Marie-Michèle Paradis
est diplômée du baccalauréat en relations internationales et droit international et également de la maîtrise en environnement. Et elle détient également un AEC en guide d'aventure ainsi qu'un DESS en intervention par la nature et l'aventure. Elle a un bagage à la fois académique, une expérience en développement écotouristique et une passion pour le plein air et les ressources humaines qui l'ont menée en 2017 à se joindre à la Fondation Sur la Pointe des Pieds où elle occupe un titre actuellement de chargée de projet et facilitatrice d'aventures thérapeutiques. Et enfin, on a Chloé Drapeau, qui est actuellement étudiante à la maîtrise en sciences de l'activité physique à l'Université de Montréal, kinésiologue de formation et qui détient également un AEC en guide d'aventure. Elle s'intéresse à l'exposition des activités de plein air et à la santé mentale à travers différents projets de recherche, notamment avec la Fondation Sur la Pointe des Pieds dont elle va nous parler aujourd'hui, mais également de l'enseignement ainsi que du métier de guide de plein air. Et j'ai le plaisir d'avoir Chloé au sein de mon équipe. Donc, sans plus tarder, je vous propose qu'on débute. Ce qu'on avait prévu aujourd'hui, c'est de vous faire un survol des données scientifiques, des plus récentes évidences, des données probantes, puis ensuite de discuter ensemble d'initiatives inspirantes ici et ailleurs en termes de nature, plein air et promotion de la santé mentale. Donc, sans plus tarder, je commencerai par poser ma première question à Marie-Ève, en fait. Donc, de quelle manière pouvons-nous entrer en contact avec la nature? En fait, il y a plusieurs manières avec lesquelles on peut rentrer en contact avec la nature. Il y a comme un spectre là, de degrés allant d'une simple observation de la nature, même à l'intérieur, jusqu'à une participation active où on est vraiment en interaction là, avec l'environnement. Ce qui est intéressant de noter, c'est que peu importe le niveau d'engagement qu'on a avec la nature, on peut en retirer certains bienfaits. Il y a plusieurs auteurs là, qui décrivent les différents niveaux d'engagement. Vous voyez ici une représentation là, dans la vie sur le plein air qui a été produite pour le gouvernement du Québec en 2017, donc avec 3 niveaux d'engagement. Ce qui est intéressant vraiment, j'attire votre attention là-dessus, c'est qu'une de nos premières études sur lesquelles on se base là, pour noter les bienfaits du contact avec la nature sur la santé, ça réfère à un degré de l'observation de la nature, hein, avec Dr. Ulrich dans la fin des années 80, qui avait fait une étude pour comparer les patients qui se remettaient d'une opération, les patients qui avaient une vue sur la nature de leur chambre d'hôpital versus la vue sur un mur de béton. Donc, peu importe le niveau d'engagement qu'on a avec la nature, on peut en retirer des bienfaits. Dr. Ulrich avait noté avec son étude que les patients qui voyaient la nature demandaient moins de médication pour la douleur et restaient moins longtemps à l'hôpital. Maintenant, quand on parle d'une activité de plein air, ben là, on jumelle en fait l'activité physique et l'environnement naturel. Donc, par définition, une activité de plein air, c'est vraiment une activité physique qui se passe dehors, dans un rapport qui est dynamique puis qui est harmonieux avec les éléments de la nature. Donc, c'est certain que si on jumelle l'activité physique avec le contact avec l'extérieur, avec la nature, ben, on va jumeler les bienfaits qui sont associés à ces deux paramètres-là, si on veut. On connaît quand même assez bien les bienfaits qui sont liés à l'activité physique. Vous les avez ici, ça nous redonne de l'énergie, ça réduit le stress, ça nous rend plus forts, puis prolonge l'autonomie. Ça peut même aider à prévenir certaines maladies chroniques. Donc, quand on jumelle l'activité physique et la nature, ben, on combine les bienfaits. Mais si on va simplement s'asseoir dehors sur un banc de parc, en nature, on peut également en récolter des bienfaits dont on va parler un petit peu plus tard. Maintenant, quand on parle d'intervention par la nature et l'aventure, c'est une autre manière d'être en contact avec la nature. En fait, qu'est-ce que c'est l'INA? C'est vraiment une modalité d'intervention. Donc, c'est des interventions qui sont menées par des professionnels. Ça peut être des interventions qui sont à visée éducative ou encore thérapeutique. Ça se passe dehors, dans un environnement naturel, puis on combine l'activité physique et les notions d'aventure. Donc, on sort les personnes de leur zone de confort un tout petit peu, on crée du changement, on crée du mouvement. C'est comme ça qu'on peut arriver à atteindre certains objectifs, soit éducatifs ou thérapeutiques. Marie-Ève, ça m'amène, tu as touché un peu le sujet, mais à te demander quel est un peu l'état des connaissances scientifiques en ce qui a trait les bienfaits du contact avec la nature sur la santé globale, mais également plus spécifiquement sur la santé mentale. Je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup évolué au cours des dernières années.
Oui, vraiment. En fait, c'est fascinant là, ce qui se passe présentement dans le monde là, en termes d'intérêt de recherche pour les bienfaits de la nature sur la santé. Vous voyez ici un petit diagramme là, qui a été réalisé par Luc Bérard, qui est un chercheur qui travaille pour l'Institut de cardiologie à Montréal. Donc, vous voyez le nombre de publications qui ont été recensées dans les moteurs de recherche là, en utilisant les mots-clés forest bathing, forest therapy. Donc, ça vous donne une image là, rapidement depuis les années 90. On voit vraiment qu'il y a une augmentation de la littérature scientifique sur le sujet. Il y a vraiment une effervescence, notamment depuis la pandémie. Je pense que les gens ont réalisé à quel point ça pouvait faire du bien de se retrouver en nature. Donc, on voit également le parallèle dans les écrits scientifiques. Il n'y a pas juste des articles scientifiques, il y a également des livres là, qui sont écrits sur le sujet. Je vous en présente trois livres qui ont été écrits par des médecins. Le premier nous provient du Japon. Le Shinrin-yoku, en fait, si on le traduit, ça veut dire bain de forêt. C'est une activité, en fait, qui est une marche lente en forêt, qui se rapproche un peu de la méditation, mais à la place d'avoir une présence attentive sur la respiration, le corps, bien, on porte l'attention davantage sur l'environnement naturel. Puis il y a beaucoup de littérature scientifique qui nous provient là, de Dr. King Lee, qui est un médecin en santé publique au Japon. Donc, on en a un avant-goût dans ce livre. Planète Cœur, c'est du local. C'est un cardiologue de chez nous, de Montréal, là, qui s'intéresse beaucoup à la santé de l'environnement et la santé cardiaque. Un petit mot rapidement, je vous en ai déjà glissé un mot, mais la littérature scientifique présentement, là, elle nous provient principalement de l'Asie, Japon, Corée, pour tout ce qui est des effets vraiment physiologiques là, du contact avec la nature. Là-bas, au Japon, il y a des forêts thérapeutiques où les citoyens peuvent se présenter, avoir accès à une marche guidée de bains de forêt. Donc, il y a quand même un gros pôle là, important en recherche qui se passe là-bas. La Scandinavie aussi est très prolifique, notamment ce qui touche à tout ce qui est pédagogie nature. Donc, les garderies en nature, l'éducation en nature, la petite enfance. C'est un autre pôle qu'on voit ressortir dans la recherche. Puis, Australie, États-Unis utilisent beaucoup l'INA, donc l'intervention par la nature et l'aventure à visée thérapeutique. Donc, on a aussi des données qui nous proviennent de là. Ce qui est le plus établi présentement à l'heure actuelle, c'est vraiment que le contact avec la nature, ça a des impacts au niveau physiologique. Vous en voyez plusieurs là, on peut vraiment les rassembler sous le parapluie de la réduction du stress, puis la réduction du stress qui se passe par l'augmentation de l'activité nerveuse parasympathique. Le système nerveux parasympathique, c'est le système nerveux du repos, de la digestion, de la relaxation, versus l'activité nerveuse sympathique qui est plutôt le système nerveux qui s'active quand on est face à une menace. Donc, ce que la littérature nous dit, c'est que quand on passe du temps en nature, la fréquence cardiaque baisse, la pression artérielle baisse, les niveaux de cortisol. Le cortisol, c'est une hormone du stress qui est sécrétée par les glandes surrénales quand on vit une situation stressante. Ça baisse aussi quand on est en nature. Donc, ce qu'on voit vraiment ressortir de manière très claire, là, en vert, c'est vraiment des preuves scientifiques qui sont établies, c'est que passer du temps en nature, ça relaxe le système nerveux. Ce qui m'amène à te demander, Marie-Ève, je pense que les preuves scientifiques sont de plus en plus nombreuses et croissantes, les évidences scientifiques s'accumulent, mais est-ce qu'on a une idée des mécanismes qui sont susceptibles d'expliquer justement les bienfaits de la nature sur la santé mentale? On en est là au niveau de la recherche, en fait. Là, on est capable de vraiment établir là, les corrélations dont je viens tout juste de parler. Après ça, comment ça fonctionne, on est encore en train de se poser la question. On a quelques hypothèses. Il y en a deux qui sont ici. Il y a une troisième qui n'est pas là, qui est une théorie un peu plus évolutionniste, en fait, qu'on voit souvent dans les mises en contexte des articles, qui dit qu'en fait, l'humain a évolué en contact étroit avec l'environnement depuis des milliers d'années. Puis l'industrialisation rapide a comme forcé l'humain à être coupé de son environnement naturel. Ce serait une des raisons pourquoi ça fait autant de bien de s'y retrouver, un peu comme un poisson qu'on sortirait de l'eau. Là. On n'a pas besoin d'études pour savoir pourquoi il meurt. Donc, je vous le dis de manière très, très simpliste. Après ça, la théorie de la restauration de l'attention qui date des années 80 aussi. En fait, ça vient de Kaplan et Kaplan qui disent que le fait d'aller en nature permet à l'attention d'être
attirés spontanément par toutes sortes de stimuli, un écureuil qui passe, le soleil qui est chaud, le vent. Puis cette espèce de danse là, de l'attention aurait un effet restaurateur par rapport à l'attention qu'on doit diriger dans le cadre de notre travail, devant les écrans et tout. Une autre piste qui est intéressante, c'est la piste des phytoncides que Dr. Kingley du Japon là, explore beaucoup, notamment les phytoncides, c'est des petites molécules là, qui sont libérées par les arbres. Puis il s'intéresse beaucoup à l'effet du contact avec ces molécules-là sur le système immunitaire, le niveau de cortisol, puis la qualité du sommeil. Donc, c'est des pistes. Donc, beaucoup de recherches à venir est nécessaire pour documenter ces mécanismes, c'est ce que je comprends. Absolument. Il y a encore beaucoup à faire. Super. Ce qui m'amène à te poser la question, on parle souvent de dose, de volume, de quantité. Est-ce qu'il faut passer beaucoup de temps en nature pour en retirer des bénéfices sur sa santé? Mais c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que non, ça ne demande pas beaucoup de temps. La recherche a montré qu'en simplement 20 minutes, déjà, on constate des baisses de cortisol, le cortisol qui est mesuré dans la salive, le cortisol salivaire, après seulement 20 minutes. Donc, ça n'a pas besoin d'être une expédition de 3 semaines sur l'Everest là, pour profiter des bienfaits de la nature. On peut aller dans un parc urbain tout simplement pendant 20 minutes, puis déjà se sentir mieux. L'équipe de White et Hall ont aussi fait une grande étude en 2019 pour mesurer le niveau de bien-être qui était ressenti par rapport au temps par semaine que les gens passaient en nature. Ils sont arrivés à un effet plateau à partir de 2 heures par semaine. Donc, c'est souvent ce qui est recommandé, 20 minutes à la fois pour un minimum, pour un total de 2 heures par semaine pour en retirer le maximum de bienfaits. C'est vraiment intéressant, puis je pense que ça nous permet de mettre la table un peu sur les bienfaits de l'exposition à la nature, sur différents indicateurs de santé. Puis ça m'amène un peu à vous poser la question à toutes les trois, puis on va commencer avec toi, Marie-Ève. Qu'est-ce qu'il y en est de programmes innovants d'intervention par la nature et l'aventure ou d'initiatives qui misent justement sur les activités de plein air? À quoi ça ressemble, puis quels sont les effets qu'on a documentés sur différents indicateurs de santé? Bien, je vais vous parler d'un projet qui m'est cher, un projet qui a été d'abord un projet de fin d'études là, au DESS en intervention par la nature et l'aventure, auquel on a greffé un projet de recherche. Donc, le projet d'intervention, c'est Aventure vers soi. C'est un programme d'intervention qui est à visée thérapeutique, qui vise les adultes qui vivent avec une problématique anxieuse et qui sont motivés à développer des stratégies d'autogestion. Donc, ce que je constatais dans ma pratique de médecin, c'est que souvent, je manquais de temps, puis je n'avais pas le contexte favorable pour vraiment accompagner les patients dans un changement d'habitude de vie, pour vraiment les aider à développer des stratégies pour prendre soin d'eux au quotidien. Donc, le programme d'intervention a été élaboré dans ce sens-là en se disant, bien, on va les amener avec nous, les patients, on va vivre ensemble les stratégies, ils vont l'expérimenter, puis peut-être qu'à la suite de ça, bien, ça va être plus facile pour eux de s'approprier les stratégies. Donc, on en a ciblé 4. Le premier, c'est simplement le contact avec la nature. Le deuxième, c'est l'exercice physique. Ensuite, il y avait le soutien par les pairs, puis finalement, la méditation de pleine conscience. Donc, le projet de recherche qui s'est greffé à ce programme d'intervention-là, je vais vous le décrire un peu plus en détail. Dans le fond, c'est un programme qui s'est échelonné sur 2 mois. Il y a eu 6 rencontres préparatoires, dont une individuelle, 5 de groupe. Puis, ça a culminé en une expédition de 4 jours à la Vallée-Bras du Nord, donc 2 jours en randonnée pédestre, puis 2 jours en canot. Puis ça s'est terminé par une célébration où on honorait vraiment l'engagement des participants par rapport à leur santé avec les familles comme témoins. Puis les rencontres préparatoires, en fait, ils ont comme une triple fonction. Ils ont une préparation physique pour que les gens s'acclimatent aux activités qu'on va faire. Il y a une préparation sociale aussi pour créer déjà une dynamique de groupe puis faire en sorte que les gens se connaissent puis se sentent à l'aise. Puis il y a une préparation psychologique aussi parce que c'est quand même un gros engagement à faire là, envers sa propre santé que de s'engager comme ça dans une programmation. Donc, au niveau de la recherche, on est allé chercher des données mixtes, donc qualitatives et quantitatives. On a fait passer un questionnaire avant le programme, 2 semaines après le retour de l'expédition, puis 3 mois après l'expédition. On a également fait 2 groupes de discussion. Puis la question principale, c'était est-ce que vous réutilisez encore les stratégies qui ont été expérimentées? Si oui, pourquoi? C'est quoi les obstacles? Donc, on voulait vraiment voir le changement des habitudes.
Ce que les résultats nous ont montré, c'est que c'était très positif. En fait, les gens ont vraiment vécu ce programme-là comme très mobilisateur. On voit là en bleu 2 semaines après l'expédition, puis en rouge 3 mois après. Ce qui est fascinant avec ça, c'est qu'on voit que 3 mois après, les stratégies sont encore davantage intégrées que 2 semaines après. Donc, c'est vraiment encourageant pour le long terme. Puis, si on résume dans le fond, là, avec la prochaine diapo, l'activité physique, le contact avec la nature, puis le soutien social, ça a été les 3 stratégies unanimes qui ont été réutilisées par tous les participants qui ont été là dans nos groupes de discussion. La méditation a été un peu plus difficile. Puis peut-être j'en profite pour vous dire qu'il y a un papier qui est sorti il n'y a pas si longtemps pour parler justement des bains de forêt, comme quoi le Shinrin-yoku serait peut-être une modalité de présence attentive plus accessible, moins confrontante que la méditation en pleine conscience ou quand on vit des émotions chargées, intenses, ça peut être difficile. Donc, je glisse ça en passant. Vous voyez ici, pour terminer, là, quelques vermatimes. Donc, ce qui est ressorti de nos données qualitatives, c'est vraiment une espèce de point tournant là, que nos participants ont dit. Il y a un avant et un après le projet. Ils nous ont dit, bon, les méthodes que je prends pour diminuer mon stress, ça vient vraiment d'aventure vers soi. Si j'ai un sentiment de ne pas être capable de faire quelque chose, je me rappelle l'aventure, puis ça me motive. Ça a redéclenché ma vie sociale, ça me force à essayer de nouvelles choses. Dans le fond, j'ai juste à repenser à l'aventure, tout ce qu'on a vécu, puis ça a vraiment un effet thérapeutique. Puis une dernière participante qui est partie là, en camping avec ses garçons pendant l'été, puis qui a vraiment ressenti des effets calmants. Donc, on sent que ça a créé un mouvement. C'est vraiment ce qu'on peut ressortir malgré notre petite taille d'échantillon. On est en train de faire une phase 2 pour mousser, aller chercher des données plus substantielles, mais quand même des données bien encourageantes là, pour l'instant. Bien, merci beaucoup, Marie-Ève. C'est vraiment intéressant de voir ce programme un peu multimodal qui vise sur différents objectifs d'intervention. C'est vraiment très complémentaire. C'est vraiment super intéressant. J'inviterai maintenant Marie-Michel à nous parler un peu de la Fondation sur la pointe des pieds, puis à nous partager un exemple notamment, puis Chloé poursuivra par la suite, mais de programmes qui sont, à mon humble avis, très innovants, puis qui ont été déployés par la Fondation, puis qui semblent démontrer des résultats là, vraiment très intéressants. Yes, merci Isabelle. Je m'appelle Marie-Michel, je travaille pour la Fondation sur la pointe des pieds. Puis ceux qui ne connaissent pas la Fondation, notre mission, c'est de changer la vie des jeunes de 14 à 39 ans qui sont atteints de cancer en leur offrant de participer à des expéditions d'aventure thérapeutique. Donc, ce que vous voyez là, c'est nos programmes réguliers. On a 2 types de programmes principaux, les grandes expéditions qui s'adressent aux jeunes qui sont en rémission et les expéditions évasion qui s'adressent aux jeunes qui sont plutôt en traitement. Puis là, on s'adresse à ce moment-là à 3 différents groupes d'âge, 14, 18, 19, 29 ou 30, 39. Et derrière chacun de ces programmes-là, il y a un plan d'intervention avec des objectifs d'intervention spécifiques à chacun des groupes. Mais le projet que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas un de nos programmes réguliers, plutôt un projet pilote qu'on a mené en 2021 qui s'appelle le projet Connexion, qui était également mon projet final de DESS par lequel j'ai passé aussi comme Marie-Ève. C'est un projet dont l'activité principale était la pêche à la mouche. Ça se déroulait sur la rivière des Escoumins. Ça a débuté l'organisation de tout ça en 2018. Le projet a eu lieu en 2021. Il y a eu la COVID entre les deux. Puis aussi un projet virtuel qui s'est greffé en 2020 qu'on a mené auprès des participantes qui étaient déjà inscrites étant donné que le projet devait avoir lieu en 2020 puis qui a eu un effet bénéfique sur la cohésion du groupe. Je tiens à le mentionner. Sinon, le groupe lui-même a été formé de 9 jeunes adultes de 30 à 39 ans, ce qui était l'âge avec lesquels on ne faisait pas affaire habituellement. Donc, c'était un essai pour nous. Puis, comme toujours, ce groupe-là est entouré d'une équipe d'intervention composée de 2 facilitateurs de la Fondation, une équipe médicale bénévole composée d'un médecin, une infirmière et un psychologue dans ce cas-ci. On avait un photographe blogueur, puis 4 mentors de pêche, étant donné que c'est une activité qui est plutôt technique puis qui demande là, une aide, pas un pour un, mais presque. Tu peux passer au prochain, Isabelle. Les objectifs du programme, ce qui est spécifique à ce projet-là, ce qui est différent de nos autres programmes, c'est que c'était vraiment axé vraiment plus sur l'aspect social, évidemment, qui est essentiel dans nos expéditions, mais sur l'aspect nature. Donc, on a un peu délaissé, on va dire, l'aspect aventure pour se concentrer vraiment sur les bénéfices que la nature pouvait apporter dans un projet d'intervention dans ce genre-là. Donc, l'objectif général du projet, c'était d'outiller les participants au plan interpersonnel et intrapersonnel pour favoriser leur bien-être. Et les 2 objectifs qu'on avait identifiés plus spécifiquement, c'était de favoriser le partage avec d'autres jeunes qui ont un vécu similaire avec la maladie,
et de permettre aux participants d'expérimenter les bienfaits du contact avec le milieu naturel sur le bien-être. Puis, la définition du bien-être qu'on avait retenue dans ce cas-ci, qui est propre un peu à notre clientèle, c'est que c'est un concept qui est variable, qui n'est pas unique pour tous, mais plutôt qui va tenir en compte les limitations ou les obstacles auxquels les participants font face à la suite de la maladie, puis qui va compter toutes les sphères du bien-être d'un individu, fait que les sphères émotionnelles, physiques, sociales, intellectuelles, occupationnelles ou spirituelles. On s'est concentré davantage sur les aspects émotionnels, physiques, sociaux, mais on prenait en compte le concept d'ensemble. On peut passer au suivant. Donc, on a eu 2 modes d'évaluation, en fait, une évaluation qualitative et une évaluation quantitative pour l'objectif 2. Au plan qualitatif, donc l'objectif 1, qui était vraiment le partage au niveau social, on avait différents outils qui ont été mis en place, dont des cercles de discussion, d'échanges formels, mais aussi le contexte d'expédition qui est particulier, là, qui permet vraiment des échanges informels dans les moments de monter une tente, faire la vaisselle, se déplacer vers un lieu, faire de la randonnée. Donc, tous ces moments-là qui sont pas qu'on ne demande pas aux gens de s'exprimer, mais qui sont propices à ça, vont amener à des échanges vraiment authentiques entre les participants. Puis les retombées qui ont été apportées par les participants là, dans le questionnaire d'évaluation, ils nous ont mentionné qu'ils avaient pu comparer leur expérience au niveau des traitements, qui ont, pour certaines, retrouvé une forme d'espoir en voyant des participants qui étaient peut-être un petit peu plus loin dans le processus de rémission, mais surtout, ce qui revient le plus souvent dans nos expéditions, c'est la capacité de normaliser leur situation, leurs émotions, de comprendre qu'ils ne sont pas tout seuls à vivre ces situations-là. Puis ça enlève une grosse couche là, de stress ou d'émotion à ces personnes-là à pouvoir échanger avec d'autres. Donc, pour l'objectif 2, les principaux outils qui ont été mis en place, je disais, il y avait la pêche à la mouche, mais il y avait d'autres activités à travers de ça. Il y a le contexte d'expédition lui-même qui amenait un contact très étroit avec la nature, étant donné qu'on était pendant 7 jours là, en camping sauvage sur le bord de la rivière, camping non aménagé. On a fait aussi une activité de montage de mouches. On a fait une journée de randonnée pédestre jusqu'à une fosse de pêche. Puis, on a fait une activité spécifique là, de bain de forêt avec un échange entre les participants après sur cette thématique-là dont Marie-Ève a déjà un peu parlé. Et les retombées qu'on a observées puis qui nous ont été aussi partagées par les participantes, d'une part, la réduction du stress, sans grande surprise, mais aussi l'amélioration de l'humeur, la diminution des symptômes dépressifs pour certaines, des occasions d'introspection, puis une augmentation de la vitalité puis de l'énergie là, au fil de la semaine. Au niveau quantitatif, on a on a en fait remis aux participantes à 3 moments différents un questionnaire, c'est un questionnaire standardisé qui s'appelle le Profile of Mood State, sa version raccourcie, qui est en fait une liste de je ne me souviens pas exactement combien d'émotions, mais on va dire une quarantaine, si je me souviens bien. Chacune d'elles sont associées à une ou l'autre des échelles d'humeur que vous voyez sur la gauche du tableau. Donc, il y a 6 échelles d'humeur, l'anxiété, la dépression, la colère, la vigueur, la fatigue et la confusion. Puis, l'idée pour les participantes, c'est d'identifier à quel niveau ils ont ressenti les émotions pour une période donnée. Donc, nous, on l'a administré une première fois au début de l'expédition, en relation avec la semaine qui précédait, durant l'expédition, après le bain de forêt, puis en 3e temps, là, au retour de l'expédition, sur le retour, sur le chemin du retour. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, je me concentrerai peut-être sur la 3e colonne, qui est les résultats finaux entre le début puis la fin de l'expédition. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous a permis de voir qu'il y avait vraiment une diminution du niveau des émotions négatives, disons, qui étaient ressenties par les participantes pour toutes les émotions qui étaient anxiété, dépression, colère, fatigue et confusion, puis une augmentation de la vigueur et d'énergie, comme on disait tout à l'heure, qui avait été expliquée en termes qualitatifs aussi. Fait qu'évidemment, ce n'est pas des résultats qui sont généralisables ni scientifiques. Là, c'est un échantillon de 9 participantes. Par contre, pour moi, c'était très parlant parce que ça représentait bien ce qu'on avait observé sur le terrain, dans le non-verbal des participants, puis ce qui nous avait été exprimé aussi dans le questionnaire d'évaluation. Donc, c'était vraiment un succès sur toute la ligne, ce projet-là, puis qui nous a vraiment démontré la force que la nature pouvait avoir plus spécifiquement, puis un peu moins la variable aventure ou dépassement de soi, même s'il y en avait quand même une part aussi. Donc, un projet positif. Je vais laisser Chloé continuer avec un autre projet qu'on a mené en 2021. Merci beaucoup, Marie-Michel. Puis, effectivement, Chloé, je t'invite à nous parler un peu de l'expédition Lâcher prise qui est similaire, mais qui est différente, notamment en raison de la population qui était ciblée par cette expédition-là. Puis, je sais que c'est un travail que tu as réalisé dans le cadre de la fin de ton baccalauréat en kinésiologie, en étroite collaboration avec la Fondation Sur la Pointe des Pieds et d'autres organismes dont tu vas nous parler. Oui, exactement. Merci beaucoup. Donc, c'est ça, en fait, je pense que Marie-Michel a très bien expliqué la Fondation Sur la Pointe des Pieds et tous les projets connexes. Donc, ici, en fait, j'avais approché la Fondation et Marie-Michel, en fait, pour l'intérêt envers cette fondation, puis aussi tout ce qui était les bienfaits de la nature
dans plein de différents contextes. Et puis ici, là, plus spécifiquement, c'est un projet, donc le projet s'appelle Lâcher prise et c'était, dans le fond, une expédition d'aventure thérapeutique de pêche à la mouche, encore une fois, chez des femmes âgées de 30 à 39 ans qui avaient justement un cancer du sein métastatique, donc de stade 4. Donc, c'est une expédition qui a été réalisée en octobre 2021. Au Saguenay. Donc, juste pour être plus spécifique, donc c'est vraiment Marie-Michel et son équipe qui étaient présents sur l'expédition. Et moi, je me suis plus chargée de tout ce qui était données probantes autour et le projet de recherche. Et comme Isabelle a mentionné, donc c'était en collaboration aussi là, avec la Fondation québécoise du cancer et la Fondation du cancer du sein du Québec. Donc, pour plus spécifiquement les différents objectifs du projet de recherche associé au projet de l'expédition Lâcher prise, le but, en fait, c'était de mesurer l'effet de participer à l'expédition thérapeutique sur divers indicateurs de santé psychosociale, donc de voir, en fait, les différents bienfaits, donc pré- et post-expédition. Donc, on peut voir ici sur la diapositive les différentes variables. Donc, on avait en premier le stress, la pratique d'activité physique, le soutien social, le sentiment d'appartenance et les émotions positives et négatives. Donc, pour ce faire, en fait, on a regardé tout ce qui était, donc pour la méthodologie, en fait, on a envoyé un questionnaire pré-expédition. Donc, c'était une semaine avant de partir sur l'expédition au Saguenay. Et ensuite de ça, il y avait un questionnaire post-expédition que les participantes ont répondu entre une semaine et à peu près un mois suivant l'expédition. Et puis, vous pouvez voir ici là, les différentes variables là, qui avaient été utilisées avec les outils de mesure. Donc, en premier lieu, on avait le profil sociodémographique et clinique. Ensuite, on avait les émotions positives et négatives, le soutien social et le stress perçu. Et ensuite de ça, au temps 2, il y avait certains outils de mesure qui revenaient. Et en plus, on a ajouté le sentiment d'appartenance, que je vais vous parler plus tard, et certaines questions qui étaient vraiment spécifiques au projet de recherche. Donc, vraiment, pour regarder les différents résultats, en fait, c'était des questionnaires qui étaient auto-rapportés par les participantes. Et puis, on a vu vraiment une très belle participation, en fait, dans la complétion des questionnaires. Donc, il y avait 8 participantes sur l'expédition. Et puis, vous verrez là, ici le graphique. Donc, il y a 8 participantes qui ont répondu au premier questionnaire. Et puis, il y en a 7 qui ont répondu au second questionnaire, qui était vraiment là une belle participation qui permettait aussi d'avoir beaucoup de résultats qui étaient très descriptifs. Ensuite de ça, pour ce qui est du profil des participantes, donc l'exposition était pour les femmes donc, de 30 à 39 ans. Et ici, on peut voir que l'étendue, en fait, de l'âge, c'était de 32 à 39 ans. Et puis, le plus récent diagnostic de cancer, c'était entre 4 et 42 mois. Ensuite de ça, donc, pour ce qui est vraiment un des outils, donc ça, c'était le sentiment d'appartenance qui était regardé vraiment juste au temps 2, donc au retour de l'expédition. La question ici, c'était en passant au groupe d'expédition et en considérant notamment les liens développés avec les autres participantes dans un contexte d'activité physique, on peut voir que toutes les participantes ont répondu se sentir supportées par les autres dans les activités et se sentir faisant partie d'un groupe qui partage leurs objectifs. Et ensuite de ça, on peut voir en fait donc à la dernière ligne ici, donc il y a 57,1% en fait de participantes qui se sentaient ayant développé des liens étroits avec les autres. Donc c'est ça qui ressort un petit peu plus aussi dans ce contexte-là de cette étude. Et on pourrait penser en fait donc après avoir discuté là avec Marie-Michel qui était justement sur l'expédition, donc pourquoi est-ce que justement le pourcentage était un petit peu plus faible que les autres items dans ce questionnaire. C'était peut-être que justement les participantes étaient donc dans un stade assez avancé de cancer du sein, donc peut-être qu'ils ne voulaient pas nécessairement développer des liens étroits avec les autres. Ensuite, pour ce qui est des résultats, en fait, donc des émotions positives et négatives, on peut voir ici, donc ça a été le questionnaire avait été envoyé donc au temps 1 et au temps 2. Donc, ça permettait de voir la différence pendant l'expédition. Et puis, on peut voir en fait que des belles tendances donc, aux émotions positives à augmenter et des tendances aux émotions négatives à diminuer. Et on peut voir aussi donc, les émotions qui ressortaient le plus avec des plus grandes différences pré- et post-expédition. C'était les émotions donc, de fière, inspirée, active et nerveuse, donc qui diminuaient beaucoup aussi.
Pour dans le fond, le questionnaire, c'était beaucoup des questions donc, qui étaient envoyées donc, avec des systèmes qui étaient quantitatifs, mais on a laissé aussi place à des commentaires additionnels pour les participantes qui voulaient ajouter tout commentaire au retour de l'expédition. Et puis, on pouvait voir ici, dans les commentaires, que certaines participantes avaient dit d'avoir été ravies de participer à l'étude. Donc, beaucoup de gratitude. Toutefois, le retour post-expédition était assez difficile. Et puis, une dernière participante a répondu d'avoir beaucoup apprécié l'expédition. Cependant, n'a pas pu créer des liens suffisamment forts pour garder ou conserver, en fait, le contact avec la plupart des candidates. Ce qui revenait un petit peu à l'item sur le sentiment d'appartenance. Merci beaucoup, Chloé. Merci d'avoir partagé les résultats de ce beau projet. On a vraiment parlé de programmes, de projets, d'INA, d'intervention par la nature et l'aventure. Maintenant, je me déplacerai peut-être plus dans un contexte de soins et services en santé. Puis, je t'inviterai, Marie-Ève, à nous parler juste un petit peu de l'initiative Prescrit Nature, en fait, dont tu es l'une des instigatrices. Oui, en fait, j'ai collaboré. Je ne suis pas particulièrement une instigatrice. Là. Vous pouvez voir les 6 personnes qui ont été davantage impliquées, mais j'ai collaboré quand même là, au lancement de la plateforme. En fait, Prescrit Nature, c'est le penchant québécois du mouvement PARX, qui est la prescription de nature au niveau du reste du Canada, donc du Canada anglais. Ça s'est déployé là en premier. Puis, c'est nouveau au Québec, ça fait depuis à peu près 1 an. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement une plateforme qui permet à n'importe quel professionnel de la santé qui est membre d'un ordre professionnel de prescrire la nature à ses patients. Donc, on retrouve sur le site Internet d'abord une foule d'informations, autant pour les patients que pour les prescripteurs. On répertorie les différentes recherches disponibles à l'heure actuelle. Puis pour les patients, c'est illustré de manière assez simple là, et concise. Donc, une plateforme pour s'informer, premièrement, puis ensuite une plateforme pour prescrire. Donc, si vous êtes un professionnel de la santé, vous pouvez vous inscrire, vous allez obtenir un code de prescription. Puis vous allez ensuite pouvoir faire des prescriptions pour vos patients. Pourquoi prescrire, en fait, c'est que la littérature nous montre que quand le professionnel de la santé prend le temps de rédiger une prescription qui est personnalisée, les chances que ça engendre un changement sont plus élevées que quand on fait simplement donner un conseil. Donc, c'est pour ça que cette initiative-là a vu le jour. Donc, je vous invite à aller consulter là, la page de Prescrit Nature. Merci beaucoup, Marie-Ève. Puis je pense ne pas me tromper en disant qu'il y a beaucoup de professionnels qui ont souscrit, en tout cas qui se sont inscrits à Prescrit Nature au cours de la dernière année. Oui, absolument. Oui, ça fonctionne très bien. C'est super inspirant. Donc, on a parlé de programmes d'intervention, mais il y a beaucoup d'autres initiatives qui ont vu le jour, qui sont excessivement inspirantes et innovantes, à la fois ici et ailleurs. Puis, j'inviterai Marie-Michel à nous en partager ou en témoigner, en tout cas, de certaines initiatives ou organisations, en fait, qui ont développé à la fois des programmes, des initiatives, des interventions dans le domaine de la nature et du plein air. Oui, je voyais ça un petit peu en 2 temps. Il y a qu'est-ce qui est les organisations, peut-être celles qui sont considérées comme pionnières au Québec en INA. Puis, il y a aussi un peu la nécessité d'élargir la perspective à l'échelle systémique ou à l'échelle de la société où est-ce qu'on voudrait que ce soit. Fait que je vous présente 2 organisations pionnières aux côtés, on va dire, de la Fondation sur la Pointe des Pieds. Je pense qu'on en a assez parlé aujourd'hui. Une première organisation qui est relativement bien connue, je pense, qui est établie à Montréal, Face au vent, qui a comme mission là, d'offrir des services professionnels d'intervention par la nature et l'aventure pour favoriser la santé mentale de différentes populations. Ils ont 2 principaux programmes. Le programme original, on va dire, celui qui était à l'origine de la création de Face au vent, qui est auprès de jeunes qui ont vécu un premier épisode psychotique, qui était développé en partenariat avec vraiment des centres hospitaliers en psychiatrie, avec les intervenants sur place, puis qui permettait de faire un suivi une fois que les gens retournaient avec leur suivi thérapeutique régulier en thérapie. Donc, leur première approche, c'était ça. Dans les derniers temps, ils ont un petit peu pris un virage, on va dire, plus éducation, prévention, sensibilisation avec le nouveau programme qui est le programme Être, qui a reçu un financement récemment là, du gouvernement. Donc, bonne nouvelle pour eux. Donc, ça se passe plutôt là, en milieu scolaire et l'objectif, c'est vraiment de faire réaliser aux élèves du secondaire tous les bienfaits de l'activité physique, de l'activité de plein air, pardon, sur le bien-être. Donc, ça va se passer en 3 temps. Là, ils sont dans une première phase, je pense, où ils sont plus dans des activités en classe qui vont axer sur les sens, sur ce que la nature peut nous apporter par les sens. Puis éventuellement, ils voudraient aller un petit peu plus loin, amener les gens dehors, puis amener les gens même éventuellement un petit peu plus loin dehors.
Donc, une super initiative là, face au vent. Puis, si vous ne connaissez pas, d'aller fouiller ce programme-là. Deuxième programme, Grand Chemin. Le Grand Chemin qui est un centre de thérapie fermé pour des adolescents qui sont aux prises avec des problèmes de dépendance, de jeux excessifs ou de cyberdépendance. Ils ont eu la chance, il y a quelques années, de recevoir une extraordinaire stagiaire, en fait, une étudiante au DESS en intervention pour la nature et l'aventure, Jessica Bourbonnière, qui est arrivée là, qui a développé un projet d'1 an avec cette clientèle qui était déjà desservie par le Grand Chemin. Puis cette initiative-là a fait des petits. Maintenant, c'est rendu en fait une série de programmes qui sont intégrés à même là, le continuum d'intervention au Grand Chemin pour ces jeunes-là qui sont en thérapie avec hébergement. Donc, c'est super parce que, bon, c'est un OSBL, mais c'est quand même financé par le gouvernement. Puis on voit que ça peut s'intégrer dans un continuum de soins comme une méthode d'intervention parmi celles qui vont utiliser là, dans tout le traitement avec ces jeunes-là. Je dirais un petit peu plus large. Si on fait un pas en arrière, il y a quelques années, je pense que Marie-Ève l'a mentionné tout à l'heure, en 2021, il y a eu une étude qui a été commandée par la CEPAC, qui est une revue de littérature qui a été réalisée avec des chercheurs de l'Institut de cardiologie de Montréal. Puis l'objectif de tout ça, c'était de mettre en lumière là, les impacts positifs du contact avec la nature sur la santé globale. Fait, en quoi c'est intéressant? Bien, on voit qu'un organisme public, la CEPAC, qui n'est pas nécessairement... qui n'a pas une mission de développement de la santé des populations, mais qui a eu un intérêt envers ça, puis qui peut-être éventuellement prendra un tournant différent. Puis peut-être, je ne sais pas si c'est ça qui en a découlé directement, mais on a vu cet hiver, là, le gouvernement du Québec qui a investi pour rendre les parcs nationaux accessibles gratuitement pour l'ensemble de la population pour des dates ciblées. Donc, est-ce qu'un a donné directement lieu à l'autre? Je ne sais pas, mais en tout cas, on voit qu'il y a comme cette pensée-là de dire, OK, on a un beau territoire, on a des beaux espaces naturels, ben rendons-les accessibles le plus possible à l'ensemble de la population, peu importe notre niveau socio-économique ou nos moyens, puis pour que tout le monde puisse bénéficier finalement de ces bienfaits-là qu'on reconnaît au contact avec la nature. Si on voulait aller plus loin, je rêve. L'an dernier, j'ai été en contact avec une femme en Écosse qui travaille pour le Forestry Commission Scotland, qui est comme pas le ministère des Forêts, mais l'Agence de gestion des forêts en Écosse, qui travaille de concert avec l'Agence de santé publique nationale là-bas, qui ont développé en 2007 le programme Branching Out, qui est un programme d'intervention en santé mentale auprès d'adultes qui sont déjà suivis dans le réseau public pour des problèmes de santé mentale, à qui on offre de participer à ce projet de 12 semaines, à moyen de 3 heures par semaine. Ils vont faire des activités à l'extérieur, en nature, dans des parcs, du bushcraft, de l'art en nature, des activités, toutes sortes d'activités en nature, de la marche en forêt. Puis l'objectif, c'est ça, c'est de leur amener une nouvelle façon de passer à travers certains problèmes, de développer des stratégies d'adaptation, de prendre contact avec d'autres gens autour d'eux qui vivent des défis similaires, puis éventuellement aussi de les intégrer dans des activités communautaires qui sont développées soit par la Commission des forêts, ou d'autres organismes là, qui vivent en nature puis en protection de l'environnement. Donc, moi, je trouve que c'est un exemple fabuleux, où un organisme public qui a encore là, un peu comme la CEPAC, pas nécessairement un mandat en santé publique, mais va comprendre qu'ils ont entre les mains un joyau puis un outil finalement qui est super positif pour sa population puis va le rendre accessible à des populations vulnérables. Rêvons ensemble. On fait un autre pas en arrière. L'an dernier, on a eu la chance d'aller, Marie-Ève et moi et d'autres personnes peut-être qui sont avec nous aujourd'hui en Norvège dans le cadre du congrès en intervention psychosociale par la nature et l'aventure. Puis, on a eu ce contact-là privilégié avec des gens qui nous ont partagé leur culture norvégienne, leur vision finalement du contact de l'humain avec la nature, qui a été vraiment super enrichissant. Au sens où, en Norvège, la nature, c'est vraiment quelque chose qui fait partie du quotidien. C'est un héritage culturel qui vient des populations autochtones de la place, puis qui fait maintenant vraiment partie de la culture moderne. Ils ont inventé, en tout cas, il y a un terme, disons, qui existe, qui est le friluftsliv, que je prononce sûrement mal, qui désigne c'est pas une activité spécifique, mais le fait d'être en nature, puis de promouvoir le contact avec la nature par différents moyens, différents loisirs extérieurs. Puis tout ça, ça s'était vraiment intégré au quotidien. T'sais, ne pas passer sa fin de semaine dehors en Norvège, c'est l'exception. Être dehors, c'est la norme. Fait c'est comme un peu l'inverse de ce qu'on vit souvent ici. Puis tout ça, ça se traduit aussi, ça se matérialise dans leurs institutions publiques, à commencer par une loi qui a été mise en place pour l'accès au territoire. Donc, oui, il existe des parcs nationaux en Norvège, mais en gros, presque tout le pays est un parc national. Il y a
Il y a des sentiers partout qui sont accessibles gratuitement, bien balisés, qui sont à proximité finalement des endroits où les gens vivent, que ce soit des endroits populeux ou pas, près des centres urbains. Il y a aussi moyen de camper n'importe où en Norvège. Le camping est permis partout à une distance de 150 mètres ou plus des infrastructures. Donc, ça rend la chose d'autant plus accessible. Puis même plus loin que ça encore, il y a des bibliothèques publiques qui vont faire de la location d'équipements de plein air pour s'assurer que les gens puissent y accéder, peu importe, encore une fois, leurs conditions socio-économiques. Puis ils vont prêter pas juste des raquettes, là, mais même des skis hors piste, des raquettes, des tentes, des sleeping d'hiver, de l'équipement de grande valeur quand même, gratuitement aux gens qui ont une adresse domiciliée en Norvège. En termes d'aménagement du territoire aussi, puis d'intégration au paysage architectural, ça s'intègre dans les décisions d'aménagement des villes, des communautés là-bas. Puis dans la façon de construire les bâtiments, là, on voit quelques photos. On a un peu tout en tête l'architecture scandinave épurée avec beaucoup de matériaux nobles, de bois, d'intégrer à ça, très fenestré, puis qui a un impact visuel le plus petit possible sur le milieu dans lequel ça s'intègre. L'exemple de la maison avec le toit vert, je pense que c'est pas mal l'ultime exemple de comment ne pas déranger un paysage au plan visuel. Fait que cette philosophie-là de contact s'intègre jusque là-dedans, dans l'aménagement, la construction architecturale aussi au pays. Puis, en éducation, ben, on a en tête tous les exemples de garderies nature puis d'écoles nature qui sont un peu nouveaux aussi, qui commencent à s'implanter un petit peu au Québec, mais qui existent depuis plusieurs années en Norvège puis qui sont très populaires, où les jeunes vont passer une grande partie de leur temps à l'extérieur, puis où la nature va devenir un peu un médium de développement pour ces petits humains-là qui vont intégrer différents aspects du contact avec la nature. Dernière chose, dans le milieu de la santé aussi, on nous a partagé des super belles initiatives. Là. Je vous en donne un exemple de comment ça s'est intégré dans un département d'oncologie dans le sud de la Norvège, à Kristiansand, une équipe d'intervenants en oncologie qui avait des fois plus de misère à connecter avec les jeunes patients avec qui ils devaient interagir, intervenir, puis qui ont réussi à aller chercher un financement pour construire un petit refuge en nature à toute proximité de l'hôpital, de façon à ce que toutes les interventions qu'il y avait à faire, bien, ils pouvaient le faire à cet endroit-là, un endroit vitré. Puis le lien qui se créait avec les patients, ce qu'ils nous disaient, c'est que c'est vraiment plus facile de créer le lien de confiance avec eux, puis que les patients avaient vraiment tendance à s'ouvrir plus rapidement sur leurs émotions ou des choses qui étaient peut-être plus sensibles pour eux à exprimer. Donc, encore une fois, cette pensée-là que. Puis c'est eux qui disaient ça, Marie-Ève, des fois, ils partageaient cette expérience-là avec d'autres dans le milieu médical, puis les autres disaient, voyons, comment ça vous avez pensé à ça, c'est bien bizarre, puis les autres disaient, ben, pourquoi toi tu y penses pas, puis pourquoi on fait pas ça partout, inversons la façon de le voir. Donc, tout ça pour dire, on a des belles initiatives assez, ponctuelles, de plus en plus organisées autour des organisations, puis ça tend à grandir avec la quantité de programmes en intervention par la nature et l'aventure qui ont émergé au cours des dernières années en éducation supérieure. Mais je pense que ça pourrait aller un petit peu plus loin encore, puis essayer d'intégrer ça le plus possible dans nos institutions publiques, puis dans les différents domaines qui peuvent être influencés par le contact avec la nature. Je m'arrête là. Un énorme merci. Non, c'était tout à fait correct. Un énorme merci, Marie-Michel. Merci à vous trois, Chloé, Marie-Ève. Je pense que ça nous a permis de faire un tour d'horizon à la fois des données probantes, des programmes qu'on a au Québec, qui nous permettent de voir qu'on, en tout cas, commence à faire un bon pas dans la bonne direction, mais qu'il y a encore beaucoup de choses puis qu'on peut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Donc, vraiment un très grand merci à toutes les trois. Je vous propose qu'on passe à la période des questions. Donc, il nous reste encore un peu de temps. Donc, pour la période des questions, comme je vous le disais, on essaie quelque chose de nouveau cette fois-ci. On vous invite à utiliser au bas de votre écran le module réaction. Vous pouvez lever la main, en fait, pour poser des questions ou pour faire des commentaires sur la présentation ou partager des réflexions. Et c'est Armelle Imbois qui vous donnera le droit de parole là, au fur et à mesure. Moi, je pense que je ne vois pas vos petites mains. Donc, dès que Armelle verra votre petite main, je pense qu'il va vous donner la parole, puis vous pourrez simplement ouvrir votre micro et nous partager votre question ou votre commentaire. Okay. J'ai quelques mains qui sont levées. Alors, je vais donner la parole à François Dupont. Vous recevrez un message. François Dupont, oui. Vous recevrez un message pour accepter de prendre la parole. C'est bon? C'est bon? Oui. Bien, merci beaucoup pour vos présentations. J'avais une question, ça fait peut-être une quinzaine d'années que j'interagis avec le milieu du plein air. Puis, je me demandais s'il y avait comme des lieux de convergence, des lieux communs pour trouver l'information. Comme là, vous nous avez
exposé plusieurs programmes dans différents pays, mais est-ce qu'il y a un endroit, par exemple, un site web au Québec où est-ce qu'on est capable de voir tous les organismes, par exemple en tourisme et aventure, qui font aussi de l'aide en psychologie? Merci. Je peux peut-être commencer, puis vous compléterez. Il n'existe pas une seule plateforme où tout ce qui se fait dans le monde est répertorié. Par contre, on voit quand même certains endroits où on retrouve des données qui sont répertoriées. Le site de Prescrit Nature est un super site pour avoir accès aux données probantes. Il y a également un fichier qui est accessible sur les différents organismes là, au Québec qui offrent des interventions par la nature et l'aventure. Donc, déjà une première plateforme. Il y a également le regroupement du réseau, le réseau pour un développement psychosocial par le sport et le plein air. Donc, c'est un regroupement là, de professionnels qui travaillent dans le domaine. Il y a un colloque annuel, donc c'est vraiment une superbe place pour réseauter. C'est d'ailleurs là où j'ai connu Isabelle. Donc, je vous invite, le prochain colloque est en novembre prochain, je vous invite à aller voir ça. Autrement, c'est ce qui me vient en tête là, rapidement pour le Québec. Je laisse mes collègues conférencières peut-être compléter. Sinon, à l'international, il existe d'autres regroupements aussi, là, selon votre champ d'expertise, on va dire. Là. Il existe des regroupements en intervention, je pense des regroupements en éducation aussi par la nature, l'aventure. On pourrait nommer, il y a le Therapeutic Adventure, TAPG, Professional Group, qui est lié avec l'Association for Experiential Education, qui est plutôt nord-américain. Sinon, il y a la conférence auquel on a assisté en Norvège, c'est l'International Adventure Therapy Conference, qui regroupe des gens un peu plus largement là, du monde, de l'Australie, de l'Asie, de l'Europe, beaucoup. J'en ai pas d'autres qui me viennent en tête pour plus le sport, là, ou je ne sais pas si Marie-Ève, tu en as d'autres en tête. Je rajouterais peut-être aussi le site web de l'AEQ. Donc, là, ça dépend aussi, il faut être affilié aussi à l'AEQ, mais il y a un onglet aussi, donc les différents membres qui font de l'intervention de l'INAN. Est-ce que tu peux définir AEQ pour le bénéfice des participants? Oui. Association Écotourisme Québec. Merci beaucoup. Puis peut-être qu'on peut juste en profiter pour mentionner aussi que le Québec et la ville de Sherbrooke aura la chance d'accueillir le congrès mondial cette année, Forest for Public Health. Fait que je pense qu'on va vraiment parler beaucoup de santé publique et de nature et très certainement qu'il y aura un volet, plusieurs séminaires ou conférences qui toucheront là, plus spécifiquement la santé mentale des populations. J'ai une autre main levée, Nicolas Moreau. Oui, Nicolas. Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, merveilleux. Merci pour la présentation. Moi, j'avais une petite question par rapport à... Là, on a beaucoup parlé des activités de plein air pour la santé mentale, dans le contexte où la nature est en grand danger et qu'il nous reste... tous les rapports, en fait, sont un peu catastrophiques à ce niveau-là. Est-ce que vous avez vu aussi, dans vos études et dans les données, en fait, qui existent au niveau de la littérature, finalement, le fait qu'avec un contact, alors... qu'importe le gradient, il y a un effet bénéfique pour en prendre soin de la nature, parce que j'ai l'impression quand même que ce qu'on a vu aujourd'hui, on instrumentalise beaucoup la nature. On s'en sert pour nous dans une logique très pour l'humain, mais est-ce qu'on y prend soin vraiment de la nature? Est-ce qu'il y a des effets pour justement montrer que plus on est en contact avec la nature, plus on y prend soin au-delà de la santé mentale? Merci. Merci, Nicolas. Je pense que j'inviterai Marie-Ève qui avait l'air de vraiment avoir quelques idées en tête à nous partager. C'est vraiment un sujet qui me touche beaucoup, fait que j'ai spontanément ouvert mon micro. En fait, il y a Claudel Pétrin-Desrosiers qui est une médecin là, qui est très, très impliquée dans ce genre de réflexion-là, qui a fait son mémoire de maîtrise là-dessus, sur le lien entre la santé de l'environnement, la santé de l'humain et qui met en évidence à quel point l'un ne va pas sans l'autre. Puis il y a aussi la discipline de l'écopsychologie, là, où on voit vraiment cette relation bidirectionnelle, là, où ce n'est pas l'humain qui utilise la nature, mais c'est la nature qui héberge les humains, puis qu'on se doit de reconnaître ce lien bidirectionnel-là.
C'est certain, si vous allez sur le site de Prescrit Nature, là, vous allez voir qu'il y a une section pourquoi prescrire la nature, puis il y a une section parce que c'est bon pour l'environnement. Puis dans le fond, c'est sûr qu'en cultivant un lien affectif, puis en ressentant les bienfaits d'être en nature, ben, on cherche à la protéger par la suite. C'est sûr que c'est un sujet qui est essentiel à aborder, puis qui peut être, en fait, qui doit être central, là. Je pense que dans toutes les interventions, il y a ce lien-là d'attachement envers la nature qui prédomine sur une relation davantage utilitaire, là, si je peux dire. Ouais, ben, moi, je me souviens d'avoir, j'ai beaucoup lu mon éternelle revue de littérature quand j'ai fait mon programme Connexion. J'ai fait une très grosse revue de littérature, puis beaucoup lu sur le concept de Nature Relatedness puis Nature Connectedness en anglais. Donc, un peu, oui, le concept dont Marie-Ève parlait, puis qui est en lien avec l'éco-psychologie. Mais sinon, je t'invite vraiment, Nicolas, à aller voir l'exemple de Branching Out. Là. C'est une chose que je trouvais super intéressante, justement, c'est que oui, il y avait l'idée d'utiliser ou d'être en nature pour favoriser la santé mentale, mais c'était organisé directement en lien avec l'organisme local, l'organisme national qui gère la gestion des forêts et la protection du territoire. Puis d'où mon idée. Puis aussi, il y avait cette idée-là de redonner à la communauté puis d'impliquer les gens qui participaient au projet, non pas seulement dans les 12 semaines, mais après ça, de les impliquer dans des activités de conservation ou de protection de l'environnement. Fait que je pense que les deux, dans ce programme-là, sont intrinsèquement liés. Puis d'où mon idée d'aller plus loin avec la CEPAC. Puis en ce moment, on va dire le mandat de la CEPAC, c'est la protection, la mise en valeur du territoire, puis l'accès au territoire, mais pourquoi pas avoir un quatrième objectif par rapport à la santé mentale, mais c'est des liens entre tous ces objectifs-là. Puis je ne dis pas que tout passe par la CEPAC, on s'entend, là, il y a d'autres territoires au Québec, mais c'est un peu ça l'idée que je voulais amener tantôt en parlant de l'exemple de Branching Out. Là. Des belles perspectives, merci. J'ai notre main levée, Marie-Chantal Fournel. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Bon, parfait. Alors moi, j'ai bien apprécié vos présentations. Dans la direction de la santé publique à Montérégie. Et, évidemment, c'est un des dossiers qu'on suit de façon très assidue. Et la protection de l'environnement et l'accès à la nature sont deux sujets d'importance chez nous, mais l'aménagement aussi des parcs et espaces verts, bien sûr, dans les municipalités parce que ça nous offre un accès au plein air de proximité. J'ai une toute petite question parce que j'étais un peu curieuse de voir quand vous parliez du grand chemin, j'ai compris que c'était pour les adolescents. Mais savez-vous s'il existe l'équivalent d'un organisme, mais pour les 18-35, donc les jeunes adultes? Pas à ma connaissance. Non. Parce que. En toxicomanie, vous parlez, là? Là, c'était pour les dépendances. Là, on parlait de cyberdépendance puis jeux excessifs. Mm-hmm. Pas à ma connaissance spécifique, là, Marie-Ève, je ne sais pas si tu as quelque chose en tête qui. Non, okay. Pas spécifiquement pour la toxicomanie, mais le mandat de Face au vent, c'est par rapport à la santé mentale en général. Puis leur clientèle, c'est vraiment les adultes. Fait que j'aurais tendance à penser qu'il y a un organisme qui pourrait. OK, de ce côté. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup au niveau de la santé mentale, on s'attarde beaucoup en ce moment aux jeunes, là, puis je le comprends pourquoi, évidemment. Mais souvent, on oublie justement les jeunes adultes qui suivent, puis qui ont aussi souffert de la pandémie. Puis je pourrais même aller plus loin en parlant des aînés, là, mais c'est sûr que je n'ai pas connaissance en tout cas de programme ou de projet spécifique là-dessus pour les aînés non plus. OK. Bien, je vous remercie. Je ne peux pas être plus d'accord avec vous. Là, à la Fondation, nous, c'est ça notre mandat, justement, là, de venir combler un peu le gap à partir de l'adolescence, mais maintenant jusqu'à 39 ans, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup moins de services qui s'adressent à cette population-là. Oui, c'est ça. Tout est à bâtir encore. Parfait, je vous remercie beaucoup. J'ai plusieurs mains levées. Je vois le temps. Je ne sais pas si tout le monde pourra poser ces questions, mais je vais par ordre de priorité. J'ai Tommy Cheffret. Vous pouvez, oui, c'est bon. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Excellent. Bien, super présentation, j'ai bien apprécié. Je lance deux questions, puis vous ne les avez pas abordées dans votre présentation. Puis en même temps, ça va faire du chemin dans ma tête. Fait que ça, c'est l'idée, je pense. Ça va être le bout.
on a parlé des bienfaits de la nature, d'être exposé à la nature, de participer à des activités, sentier urbain ou sentier tout simplement qui est un petit peu plus loin, là, mais en nature. Et on pense aux personnes qui sont en situation de handicap. L'effort qu'ils ont à mettre, l'effort physiologique à juste réaliser le parcours. Un sentier, là, une dernière étude que j'ai faite, montrait entre 51, 52 et 77 de la réserve cardiaque à faire le sentier qui était catégorisé facile. Je me dis là, tu es quasiment en train de t'entraîner. C'est dur d'avoir les bienfaits, là, de respirer puis de voir tout ça. Dans les approches par la nature, est-ce qu'il y a déjà une volonté ou une conscience je dirais, de faire en sorte que les sentiers sont aménagés pour en plus être inclusifs de cette réalité-là qui fait partie intégrante des personnes en situation de handicap? Ça, c'était ma première question. J'en vois une couple qui bouge la tête, j'aurai peut-être des réponses. Puis la deuxième question, quand vous pensez je les appelle les papoutes, mais nos jeunes là, qui vont aller dans les sentiers, est-ce que dans les différents travaux que vous voyez par rapport à la nature, on aborde aussi je dirais, l'angle du développement psychomoteur chez ces enfants-là à travers l'expérience de la nature? Et non, là, je comprends que c'est la santé mentale, mais étant donné qu'on est dans un sentier qui est moins balisé, qui offre des défis, etc., on va challenger, dans le fond, le moteur, le psychomoteur, et ça fait partie, dans le fond, d'une des stratégies pour mieux préparer nos jeunes pour le futur. Je voulais voir si ces deux angles-là avaient été abordés ou si vous êtes vous avez des infos là-dessus. Est-ce que quelqu'un veut tenter une réponse? Pas du tout une experte du développement psychomoteur, mais je peux peut-être amener un bout de réponse pour la première question. Simplement dire, Marie-Ève tantôt parlait là, au Japon de l'approche des bains de forêt. Puis, en fait, cette philosophie-là au Japon a donné lieu à de l'aménagement, même à la certification de forêts certifiées bains de forêt dans des milieux urbains ou périurbains. L'objectif du bain de forêt, ce n'est pas de faire de l'activité physique, puis ce n'est pas le dépassement de soi, c'est vraiment d'être capable d'oublier que tu es en train de marcher puis de te laisser guider par tes sens, parce que tu vois, parce que tu sens. Donc, j'ai jamais eu la chance d'aller au Japon, mais je pense que dans cette optique-là, j'ai l'impression que c'est pas des sentiers nécessairement qui sont difficiles, puis que cette approche-là peut-être amènerait à repenser autrement cette relation à la nature par la marche, on va dire. C'est pas quelque chose qui se fait au Québec, mais mon impression, c'est que ça amènerait un peu vers ça. Je n'ai pas d'autres réponses pour le développement psychomoteur. Je suis désolée, Tommy, c'est vraiment pas mon champ d'expertise. En fait, je ferai du pouce sur ce que Marie-Michel vient de dire. En fait, il existe un Shinrin Yoku Québec, une organisation. Donc, il y a moyen d'aller chercher des guides certifiés en bain de forêt ici au Québec. Donc, c'est effectivement une avenue qui est très accessible pour profiter des bienfaits de la nature sans nécessairement avoir à faire une activité physique. Il y a également certains organismes qui ont pour mission de rendre le plein air accessible. Je pense notamment à Bivouac, qui adapte toutes sortes de matériel là, pour faciliter l'accès à la nature pour les personnes qui se retrouvent en situation de handicap. Puis par rapport au développement psychomoteur, en fait, je suis présentement en train de travailler sur une revue littérature sur les bienfaits sur la santé des initiatives qui ont lieu dans les écoles. Puis ce qui ressort très, très fortement dans la littérature, c'est que le fait d'inclure davantage d'activités en plein air au sein du programme scolaire augmente l'activité physique modérée à vigoureuse. Donc, c'est pas... je ne sais pas si ça répond spécifiquement au développement psychomoteur, mais on voit quand même que les enfants bougent plus et de manière plus vigoureuse là, dans ces écoles-là.
Merci beaucoup pour vos questions puis vos réponses. Je vois l'heure qui avance, les gens qui doivent nous quitter. J'ai essayé de répondre à quelques questions dans le chat pendant qu'on avait d'autres questions. J'ai voulu aussi partager des liens, puis je me suis rendu compte que je les partageais uniquement aux autres et aux panélistes. Fait que peut-être qu'on vous fera dans le courriel d'envoi des informations, une petite liste des sites web pertinents ou intéressants qui ont été partagés. Donc, je veux vraiment vous remercier, Marie-Michel, Marie-Ève, Chloé, d'avoir participé et d'avoir partagé avec nous votre expertise sur nature, plein air, santé mentale, des initiatives inspirantes et des données probantes. À tout le monde, merci beaucoup d'avoir participé au webinaire. Dans les jours qui suivent, vous allez recevoir un courriel avec les informations pour accéder à l'enregistrement de la présentation, à la présentation PowerPoint également qui sera partagée avec vous. Tout ça va être disponible sur le site web du RRSPQ, Regroupement Santé Mentale, puis sur la chaîne YouTube du RRSPQ également, et également sur le site web du réseau Calaxia. Donc, je vous remercie infiniment tout le monde pour votre participation et d'avoir été aussi nombreux à passer votre heure de dîner avec nous. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée. Puis, n'hésitez pas à aller bouger en nature. Merci. Merci.